Yannick Sinner termine l'année comme il l'a commencé, avec un titre. La dernière fois, c'était à l'Open d'Australie, cette fois-ci aux ATP Finals chez lui à Turin. L'Italien a roulé sur cette compétition et ce n'est pas son adversaire du jour, Taylor Fritz, qui va dire le contraire, étant donné qu'il s'est incliné en phase de poule et également en finale. Là, Yannick Sinner qui est taillé patron, qui avait montré de très belles choses fin 2023. Et là, à 23 ans, il arrive à maturité parce qu'il a survolé les débats tout au long de cette saison avec 8 titres. Au-delà de ce résultat, sur le papier, la promesse est immense. On prend les 8 meilleurs joueurs de la saison, on les réunit dans un même tournoi, pas d'élimination directe. Et pourtant, cette édition 2024 des ATP Finals a manqué cruellement de saveur entre des joueurs en perdition totale, d'autres qui sont carbonisés, des joueurs grippés également. Ce qui fait que les deux seuls qui étaient capables encore de tenir debout se sont retrouvés en finale. Je parle bien évidemment de Yannick Sinner et Taylor Fritz. On va dresser le bilan de cette semaine italienne pour voir si certains joueurs peuvent être plus confiants que d'autres par rapport à leurs chances en 2025. Avant d'aller plus loin, on va revenir sur cette finale entre Yannick Sinner et Taylor Fritz. C'était la 4e confrontation entre les deux hommes, la 2e en finale après US Open il y a quelques semaines. Et surtout, cette semaine, les deux joueurs ont déjà croisé le fer en phase de poule où Yannick Sinner s'était imposé 6-4, 6-4, un travail bien fait avec un break dans chaque manche. Après Federer, Djokovic, Thiem et Medvedev, Yannick Sinner était le 5e homme à se qualifier pour les finales des 3 principaux tournois sur dur au cours d'une même saison. Et à 23 ans et 93 jours, il rejoint la liste des plus jeunes joueurs à s'être qualifiés pour la finale. Rien que ça. Autant te dire que la tâche s'annonçait compliquée pour Taylor Fritz qui n'avait plus battu l'Italien depuis 3 ans à Indian Wells en 2021. Sans surprise, Yannick Sinner, comme en phase de poule, s'impose en 2-7 contre Taylor Fritz, 6-4, 6-4. On a eu un Américain qui a été loin d'être ridicule, qui n'a pas démérité, mais l'Italien fait tout un petit peu mieux que son adversaire et surtout Taylor Fritz avec un jeu un petit peu trop linéaire, trop prévisible. On a vraiment vu la différence technique, tactique de Yannick Sinner qui changeait un petit peu plus de direction, qui était vraiment en confiance. C'est vraiment ce cercle vertueux qu'il a développé en 2024. Côté coup droit, c'est service plus 1. C'était tout simplement monstrueux sur première, sur seconde, avec 14 aces, 71% de première balle, 83% de réussite. Derrière, il faisait ce qu'il voulait de la balle, il la détruisait. Et Fritz, hormis s'il arrivait à trouver énormément de longueur, de profondeur, c'était très compliqué pour lui. On l'a vu surjouer un petit peu, rater quelques coups faciles, mais face à la pression que met son adversaire, c'est extrêmement compliqué de faire autre chose. Et pourtant, Taylor Fritz, c'est 75% de première balle. Mais on l'a vu commettre quelques fautes dans les moments importants. Et à la fin, c'est vraiment l'Italien qui s'impose, qui fait une semaine vraiment parfaite parce que c'est le premier joueur en dehors du Big Three à gagner 3 des 5 événements majeurs de la saison la même année depuis Sampras en 97 et surtout le premier joueur depuis Lendl à gagner les ATP Finals sans perdre de 7 et c'était en 1986, ça remonte, donc vraiment un grand bravo à Yannick Sinner et également à Taylor Fritz qui a fait son match. La saison 2024 de Yannick Sinner elle est totalement dingue, 71 victoires, 7 défaites, ce qui fait un ratio de 91% de victoires, 8 titres, l'Open d'Australie, l'US Open, les ATP Finals, Cincinnati, Miami, Shanghai, Halle, Rotterdam, au minimum en quart de finale des événements auxquels il participe cette saison. Sur ces 7 défaites, il a systématiquement pris un set, que ce soit contre Alcaraz, Medvedev, Rublev ou Tsitsipas. Il termine l'année à 11 830 points, le tout à 23 ans. Et je suis curieux de savoir où tu classes cette saison dans le panthéon du tennis, parce qu'on a eu des monstres comme Novak Djokovic et Roger Federer qui ont fait des sacrées saisons. Je pense que c'est quand même 4 crans en dessous de ce que faisait un Federer par exemple en 2006, où il était quand même à 95% de victoires et 12 titres, ou Djokovic en 2015, où c'était 93% de victoires et 11 titres. Mais quand même, ça reste extrêmement fort ce qu'a fait Yannick Sinner. Déjà, il a moins joué qu'un Federer dans ses plus belles années ou qu'un Djokovic dans ses plus belles années qui sont aux alentours de 90 matchs. Là, on est plus sur du 80 matchs, ce qui fait qu'on a une nouvelle tendance qui se dégage avec un Yannick Sinner qui est quand même très bien géré son calendrier, mais qui va choisir ses événements de façon qualitative. Ce qui fait qu'il arrive quand même à Turin relativement frais. Il n'a pas joué au Rolex Paris Masters, donc ça, il a permis de refaire un petit peu de jus pour briller chez lui. Dans un tournoi, il avait déjà fait finale en 2023. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'à mon avis, dans les années à venir, on n'aura plus de joueurs qui va gagner 80% des Masters 1000 de la saison et 75% des majors. Ça va être beaucoup plus équilibré. Pourquoi ? Parce qu'on a des joueurs maintenant qui choisissent un petit peu leur rendez-vous, que ce soit en Masters 1000, qui préparent un peu leur pic de forme, ce qu'on fait des Djokovic, Nadal et Federer, mais eux l'ont fait en fin de carrière, justement pour qu'ils étaient un petit peu plus vieux, alors qu'au début, eux, ils jouent vraiment tous les grands tournois. Impressionné ou pas par l'Italien, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont du mal avec sa personnalité, qui le trouvent beaucoup trop froid, d'autant plus qu'au niveau de son style de jeu, mais il n'a pas cette créativité
qu'un Carlos Alcaraz, mais pour le coup, je trouve ça vraiment très fort. Je l'avais vu de mes propres yeux à Roland Garros en demi-finale contre Carlos Alcaraz, et à aucun moment, vraiment, l'Italien, il ne s'inquiète, il ne s'emballe, il reste extrêmement calme, et par rapport à son style de jeu, franchement, cette puissance qu'il arrive à faire, ce jeu en cadence, quand il arrive à switcher ses adversaires, c'est extrêmement costaud, et c'est une autre forme, finalement, de tennis. Certes, il y a la créativité d'un Alcaraz, un jeu un petit peu plus fougueux à longer round, mais Yannick Sinner, c'est plus le calme froid, vraiment qui avance malgré la tempête, et ça aussi franchement c'est très très solide, parce qu'on l'a vu, son niveau de jeu moyen est extrêmement élevé, plus qu'un Carlos Alcaraz, qui lui, de façon ponctuelle, justement, va avoir un pic de forme, mais derrière, va avoir quelques contre-performances. Après, quand je te le dis, le plus dur arrive pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir s'installer durablement à ce rythme de croisière? En 2025, il va devoir défendre énormément de points, d'autant plus qu'il y a cette histoire de close table qui plane au-dessus de sa tête. Il a été blanchi. Derrière, il y a eu un appel, on ne sait pas trop ce que ça va donner, et forcément, ça ternit sa saison. Taylor Fritz, il a connu une superbe saison 2024, parce que pour lui, à 27 ans, c'est vraiment la saison de la maturité. Je le rappelle, avant janvier 2024, il avait disputé seulement 2 quarts de finale en majeur. C'était à Wimbledon en 2022 et à l'US Open en 2023. Cette année, il a fait 2 quarts, une finale et un 8e à Roland Garros, donc on voit qu'il a vraiment passé un cap. Ce joueur qui était cantonné un petit peu à des 250, 500 et qui arrivait de temps en temps en seconde semaine et qui craquait face à des joueurs beaucoup plus habitués, beaucoup plus expérimentés, finalement, il a réussi à progresser. On l'a vu, cette saison, ça s'est confirmé avec notamment 4 victoires consécutives contre Alexander Zverev, sa bête noire. Et là encore, même s'il y a eu cette défaite en phase de poule contre Yannick Sinner, il fait pas un match dégueulasse, l'Américain. Il perd seulement son service une fois dans chaque manche. Ensuite, il va réussir à prendre le dessus sur un Alex de Minaur qui est toujours très menaçant dans ses face-à-face. Et il y a cette victoire d'entrée contre Daniil Medvedev où le Russe est pour perdition totale. Après Sinner et Alcaraz, c'est le 3e joueur en 2024 à avoir le plus de victoires contre des membres du top 10. 10 victoires, 10 défaites. Là, il va découvrir la 4e place mondiale. Forcément, ça va avoir son importance pour le tirage de l'Open d'Australie. Mais s'il va aller encore plus haut, il va devoir continuer à progresser, notamment sur sa transition défense-attaque, dans les positions un petit peu neutres aussi, où il est un cran en dessous d'un Yannick Sinner. Et là, ça va être intéressant de voir s'il arrive à apporter des touches de variation, des petits ajustements techniques, tactiques, qui lui permettent d'aller plus loin, d'arriver constamment en deuxième semaine de majeur, d'aller au-delà des quarts de finale, d'aller sortir des gros noms du Alcaraz, du Sinner. Et je suis curieux de voir ce qu'il va mettre en place sur la saison 2025. En tout cas, nous, on sera toujours au rendez-vous pour couvrir la saison 2025 qui arrive. Si tu ne nous connais pas, nous, c'est Games Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos match sur le bouton pour t'abonner et tu actives la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Et on te promet un programme gargantuesque sur cette fin de saison. Josh va te faire banger sur banger. D'ailleurs, parlons de Joris qui est en alternance sur notre média. Il a pour objectif de faire croître le projet et c'est extrêmement compliqué de générer des fonds sur YouTube. C'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee où tu peux donner à la hauteur de tes moyens et on a mis en place 2 formules, une à 2 € par mois, une à 5 € par mois qui te donne accès à du contenu exclusif. Et je te mets tous les liens en description si ça t'intéresse de nous aider, de valoriser un petit peu le travail qu'on fait. Un grand merci à toi si tu fais partie de nos donateurs. Hormis ces 2 joueurs, qu'est-ce qu'on retient des 6 autres qui ont disputé les ATP Finals? On peut commencer par Alexander Zverev, où il y a eu du bon et du moins bon. L'Allemand arrivé en confiance après son titre Rolex Paris Masters. Il roule sur ses adversaires en phase de poule, que ça soit contre Rublev, contre Casper Ruud, contre Carlos Alcaraz. Ça a été extrêmement prometteur pour lui. Vous le voyez d'ailleurs déjà en finale contre Yannick Sinner. Et pourtant, Zverev a fait du Zverev. Son syndrome est réapparu en demi-finale contre Taylor Fritz, sa bête noire. 4 victoires consécutives pour l'Américain, je le rappelle, en 2024. On a un Alexander Zverev qui sert bien, qui sert mieux avec son lancer moins haut en 2024. C'est beaucoup mieux. Il arrive à sécuriser sa première balle, sa seconde balle. Côté Robert, c'est toujours aussi propre. Il se déplace très bien. Par contre, il y a ce hic, ce défaut, le coup droit. Et là, ça n'a toujours pas été résolu parce que sur certaines séquences, ok, il arrive à avoir un excellent coup droit, mais dans la globalité, sur l'intégralité d'une semaine ou d'une quinzaine en majeur, qu'en est-il? On a un Alexander Zverev qui est extrêmement fébrile avec un niveau moyen au niveau de son coup droit, qui est quand même relativement faible, qui est passif, où il peut craquer. Et face à des joueurs comme ça, comme un Taylor Fritz ou comme d'autres, qui vont t'amener dans des fins de set, dans des tie-breaks, si tu as une pression comme ça qui est mise sur une lacune comme le coup droit, c'est très très compliqué. Et Alexander Zverev, encore une fois, s'est fait trahir par ce coup, notamment dans le premier set contre l'Américain. Et c'est pourquoi je me pose des questions par rapport à sa saison 2025. C'est costaud quand même d'avoir fini numéro 2 mondial par rapport à tout ce qu'il a traversé. Mais finalement, c'est que 2 titres, Rome et le Rolex Paris Masters. Et là, on est sur un joueur
qu'est-ce qui le caractérise? C'est le fait qu'il soit toujours placé, mais jamais gagnant. Et comment il va réussir à inverser cette tendance en 2025 pour trouver de la constance, de la régularité sur 2 semaines, parce qu'à un moment, il faudra aller jouer ses gros adversaires et ils vont t'emmener dans des fins de sets, dans des moments sous tension, sous pression. Et si c'est ton coup droit qui craque, à aucun moment tu vas pouvoir soulever le trophée. Donc je me dis qu'il va vraiment devoir faire des ajustements techniques, ou en tout cas travailler sur cette passivité et ce coup droit s'il veut aller plus haut et péter sur le plafond de verre, c'est-à-dire décrocher le Graal, le grand chelem. Concernant Carlos Alcaraz, il est arrivé grippé aux ATP Finals, il a montré quelques fulgurances sur ses 2 derniers matchs, mais pour lui tout commence parce qu'il y a la Coupe Davis la semaine prochaine, la retraite de Rafa, et je pense qu'il a à cœur que son aîné termine sa carrière sur un titre, et je pense que l'Espagne compte beaucoup sur lui pour apporter au moins 1 point dans chacune des rencontres, et c'est pas évident. C'est de lacunes en indoor qu'on a pu de nouveau voir en 2024, et notamment au Masters ou au Alex Prime Masters, parce que Carlos Alcaraz par rapport à Yannick Sinner au niveau de son niveau de jeu moyen, c'est plus inconstant, il y a des défaites un petit peu plus imprévisibles. Par contre, ponctuellement, il va arriver avec un gros pic de forme et il va faire des folies. C'est ce qu'on a vu à Roland Garros, à Wimbledon, aux Jeux Olympiques, même s'il s'incline en finale. Il faut pas oublier quand même qu'il est ultra jeune et qu'il a quand même 2 grands chelems cette saison, ce qui est extrêmement costaud. Mais là où on a un profil Yannick Sinner, on va dire beaucoup plus calme, beaucoup plus linéaire, parce que témoigne son style de jeu d'ailleurs, Carlos Alcaraz a un profil plus créatif, plus explosif, et forcément, la contrepartie de tout ça, c'est qu'il y a des moments, il va être là, d'autres moments, il va disparaître sur l'ensemble de la saison. Il aura des résultats, mais il y a 2 mois, 3 mois, peut-être il va être un petit peu plus discret, il va devoir décompresser une grosse période, et c'est un peu comme ça que je vois aussi la saison de 2025 de Carlos Alcaraz, mais c'est dû à son jeu aussi, qui a quelques fulgurances, il y a beaucoup d'options pour gagner un point, et pour moi, il va vraiment devoir bosser sur ça la saison prochaine s'il veut avoir un petit peu plus de constance et être présent tout au long de la saison. Daniil Medvedev, c'est vraiment la déception de cette saison 2024, et pourtant il termine à la 5e place mondiale, mais au niveau de son ratio victoire-défaite, c'est son pire depuis 2018, où il est à 68,8% de victoire. La faute à un service en berne avec ses problèmes d'épaule, son hernie, il y a eu cette opération en 2023, parce que là, si on regarde les points gagnés sur première balle, c'est le plus faible depuis 2017, où il est à 73,1%. Et on se rappelle que le service chez le Russe, c'est une arme, c'est ce qui lui a permis de gagner l'US Open en 2021, de faire des gros coups en 2019, mais là il n'est plus que l'ombre de lui-même, et là à 28 ans j'ai l'impression qu'il régresse. On peut même pas dire qu'il stagne, mais il a vraiment régressé, que ça soit au service ou également dans ses capacités défensives. Avant c'était un véritable mur, il te remettait un pouce supplémentaire et tous ses adversaires craquaient, mais là on sent que sa marge d'erreur a augmenté, et c'est l'inverse qui se produit, notamment dans un face-à-face contre Yannick Sinner qui te met sous pression en permanence. Là c'est Daniil Medvedev qui va justement commettre des fautes. Et là, pour moi, s'il veut entamer une bonne deuxième partie de carrière, parce que là, vers 28 ans, pour s'emmener vers la trentaine, il va devoir faire des ajustements techniques, tactiques. Sinon, il va descendre petit à petit au classement. Lui qui n'a plus gagné un titre depuis Rome 2023. La bonne surprise de ce tournoi, c'est vraiment Casper Ruud, parce que je ne l'attendais pas du tout. Lui qui était à 8 victoires, 13 défaites depuis sa demi à Roland Garros, alors qu'il avait fait un super premier semestre, 39 victoires, 9 défaites. Pire encore, il était sur 4 défaites consécutives contre Grexpoor, Bautista Agut, Thompson et Bonzi. Et pourtant, il a vraiment montré de superbes choses en Italie, avec une victoire en 2-7 maîtrisée contre Carlos Alcaraz, certes diminuée. Ensuite, il a fait un match où il était loin d'être ridicule contre Zverev. Il a gagné contre Rublev, et on a pu voir un Norvégien agressif qui prenait la balle tôt, notamment côté coup droit, qui s'est engagé dans ses frappes, là où il était un petit peu trop conservateur jusqu'à présent. Ce qu'on a vu dans ce second semestre 2024, il a montré des belles choses à la balance, que ça soit des retours bloqués, du slice. Par contre, il a toujours ses lacunes côté revers, mais c'est quand même un joueur qui est solide, qui a sa place dans le top 10, qui peut la conserver s'il arrive à montrer plus de régularité sur la saison, s'il a moins de pépins physiques. On l'a vu avec ce virus intestinal en demi à Roland Garros, où il a été très bien parti dans ce premier set contre Alexander Zverev, mais d'ailleurs ça a été beaucoup plus compliqué. Il va devoir gommer quelques lacunes, toujours bosser sur son côté revers, mais franchement, il repart avec beaucoup de confiance pour entamer la saison 2025. Andrei Rublev finit avec 3 défaites et un seul petit set de prix. C'est un petit peu comme Daniil Medvedev, j'ai l'impression. Il régresse, le Russe. On parlait de ce plafond de verre des quarts de finale en majeur cette saison, mais là, il a fait qu'un quart de finale, c'était à l'Open d'Australie, et derrière, il a plus existé. On peut même plus parler de ce plafond, parce qu'il faut maintenant qu'Andrei Rublev arrive en quart de finale de majeur. Il a eu ce trompe-l'œil un peu à Madrid, et cette finale contre Auger-Aliassime, mais c'est pas forcément satisfaisant la saison d'Andrei Rublev, où il est beaucoup plus lisible, d'autant plus que maintenant mentalement c'est compliqué, il peut disjoncter à tout moment. À voir ce que ça va donner 2025, où là ça va être un gros challenge. Pareil
pour Alex de Minaur, parce que sa consécration, c'est finalement d'avoir participé aux ATP Finals, d'être dans le top 10 en 2024. Mais j'ai du mal à le voir s'installer durablement dans le top 10 par rapport à son style de jeu, son déficit de puissance, son déficit au service. Lui aussi, il termine avec 3 défaites. Ça risque d'être très compliqué en 2025 pour lui de conserver tous ses points et de terminer l'année parmi les 10 premiers. D'une façon générale, on pouvait s'y attendre. Quand j'avais titré la vidéo preview, le pire Masters de l'histoire, franchement, c'est ce qu'on a eu, une très très longue semaine italienne où on s'est fait chier, qu'on se le dise. Il y avait beaucoup de joueurs en méforme, d'autres qui étaient malades, d'autres en perdition. Comme les Russes, on a eu quelques belles surprises, mais franchement, ce n'était pas au niveau par rapport à la promesse initiale de réunir les 8 meilleurs joueurs du monde, où on aurait pu s'attendre à banger sur banger. C'était loin d'être le cas, et finalement, c'est un petit peu à l'image du top 8 qu'on a, ou plutôt du top 9, parce que oui, Novak Djokovic aurait dû être présent, il était qualifié à 37 ans, lui qui n'a joué que 42 matchs en 2024, était quand même parmi les 8 meilleurs joueurs du monde et avait sa place aux ATP Finals. Et tout ça, ça montre un petit peu le paysage tennistique qu'on a en 2024 et auquel on va devoir s'habituer, parce que oui, c'est très costaud à 37 ans d'être encore parmi les 8 meilleurs joueurs du monde en faisant si peu de matchs, mais ça montre également une certaine forme de faiblesse au niveau du circuit actuel. En tout cas, la saison est loin d'être terminée, parce que la semaine prochaine, c'est la Coupe Davis avec la retraite de Rafael Nadal. On va être aux aguets, on va faire pas mal de vidéos sur nos réseaux, on va enflammer tout ça avec des stats à gogo, et on aura un live spécial Rafa, un petit peu hommage personnel avec des invités ce vendredi 22 novembre en prime time. Donc ça va dépendre un petit peu des rencontres de l'Espagne qui jouent. Logiquement, s'ils gagnent mardi, vendredi et dimanche. Donc à voir comment ça va se goupiller. Mais on te donne rendez-vous ce vendredi soir prochain pour discuter, échanger. On n'aura pas de timing. On pourra vraiment aller jusqu'au bout de la nuit pour parler de nos meilleurs souvenirs de l'espagnol. Et par contre, un jeu qui se termine pour cette saison 2024, c'est la World Tennis League, notre jeu de pronostic 100% gratuit. Cette année, on avait plus de 500 inscrits, donc le concept est ultra simple. Chaque semaine, tu choisis un tournoi et un joueur et tu vas inscrire autant de points que le joueur en inscrit dans ce tournoi. Par contre, il y a une contrainte, tu peux utiliser ce joueur qu'une seule fois dans l'année. Et le dernier tournoi, forcément, c'est les ATP Finals où là, les cartes sont remises à 0. Tu peux de nouveau utiliser un joueur qualifié pour le Masters. Et là, on connaît le classement final avec le top 10 que je t'affiche, mais également les 500 joueurs classés du premier au dernier. Je t'enverrai tout ça par mail pour les participants. Je compte sur toi pour t'inscrire sur l'édition 2025. À chaque fois, c'est de la rigolade. Et en plus, les premiers gagnent des lots avec nos différents partenaires. Et cette saison, le premier, c'est Roger, qui termine avec plus de 11 000 points, comme un certain Yannick Sinner qui a gagné autant de trophées que l'Italien. C'est extrêmement costaud ce qu'il a fait, parce qu'il a eu la première place mondiale après Rio au début de saison. Ensuite, il l'a perdu, il y est revenu. Et depuis Bois-le-Duc, il a su conserver cette première place mondiale. Donc, franchement, bravo à lui. On va vous contacter très prochainement justement pour prendre vos coordonnées et vous envoyer les différents lots. Un joueur qui, lui, n'a jamais gagné de Masters et c'est un énorme trou dans son palmarès, c'est bien évidemment Rafael Nadal qui va prendre sa retraite la semaine prochaine. Et pour patienter jusqu'à la Coupe Davis, je laisse avec Josh qui te remémore l'année où il était à un petit set de s'imposer au Masters. C'était en 2010.